What is a drag queen? A drag queen is someone who expresses themselves. Hello, c'est Arthur. Je ne sais pas qui tu es, mais je suis hyper content de résonner un peu dans tes oreilles. Il y a plus de 2 ans maintenant, j'ai eu l'idée de ce podcast, Flamboyante. J'étais peu confiant et je voulais pitcher mon idée à d'autres pour qu'ils la réalisent. Puis un jour, je me suis dit, fuck, on y va. Je veux pas donner ce projet, je ne veux pas en perdre le crédit et ne pas avoir la main mise dessus. Être sûr que le but de ce podcast et son intérêt soient respectés, que ça fasse sens avec ma perception et mes idéaux, que nous puissions vraiment entendre naturellement, fortement, librement des dragues. Ces dragues plurielles qui réinterrogent tout, qui s'inventent, qui se construisent et qui décident. Du coup, c'est parti, ne perdons pas de temps. C'est le début de la saison 2 de Flamboyante et je suis trop excité. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Houston, we have a problem. On est déjà 300. Cessez donc. Je demanderai aux gens, celles qui en font déjà, de quitter le drag, de cesser l'activité drag queenesque. Non, stop. Ouais, non, stop. C'est bien ça. C'est Pierre ou Étoile de merde. J'ai 29 ans et je fais du drag depuis 3 ans, je crois. 2 ans, 3 ans. Même pas, en fait, non, je fais pas du drag depuis 3 ans. Ah Kinuto, c'est pas grave. J'ai pas du tout révisé ma biographie. Non, mais même pas du tout, en fait. J'ai fait ma première perf il y a 1 an, et je crois que j'en fais depuis 1 an et demi, et avant, pendant peut-être 6 mois, 1 an, du coup, je me maquillais, et j'ai dû commencer à m'habiller pour clubber et faire la fiesta, quoi. Mais du drag, en fait, je crois que ça fait 1 an et demi. Et à partir de quel moment, en fait, tu définis que ce que tu fais, c'est du drag? Moi, je pense que c'est une fois que ça devient performatif. C'est quand tu montes sur scène, quoi. Si tu te maquilles chez toi et que tu fais un maquillage drag, tu fais du maquillage drag, mais t'es pas forcément une drag queen pour autant, quoi. Je pense que si t'as ton univers et que tu le performes et que tu le rends performatif, t'as même pas besoin d'être sur scène, en fait. Tu peux très bien être une drag queen et pas monter sur scène et pas faire des performances comme on l'entend. Mais c'est dès le moment où ça devient performatif et où ça raconte quelque chose, au-delà de mettre une robe, des talons et une perruque, quoi. À l'époque, c'était la poutre, la lobby notamment, qui font partie du dépotoir duquel je fais partie maintenant avec Klaus et tous les autres. Et c'est vraiment, c'est par hasard, quoi. Je suis juste tombé dedans, j'ai découvert le clubbing, le milieu queer. J'allais en club, mais quelques années avant, mais c'était pas du tout les mêmes lieux où j'allais. Et je suis vraiment tombé dedans par hasard, quoi. Et du coup, à toutes les voir en drague et tout, au bout d'un moment, j'ai mis une jupe, après j'ai mis un peu de maquillage, j'ai demandé à la lobby de me maquiller, et voilà, de fil en aiguille, étoile de merde. On est un groupe d'amis, on a beaucoup de mal à avoir le lien social, le fait de communiquer et la bienveillance entre nous, ce qui fait que nous, notre bienveillance, elle se traduit souvent par le fait de s'auto-dénigrer. Donc moi, je suis souvent une grosse merde dans la vie en général. Je sais pas du tout ce que je veux faire de ma vie, de mon corps, de mes choix, j'en sais rien. Ce qui fait qu'à force de me dire que je suis une grosse merde, je me suis dit mais pourquoi pas étoile de merde. Après tout. Oui, c'est ça. J'étais bien content de mon jeu de mots, j'étais toute fière, j'étais en quête de mon nom et de mon identité de drag queen. Et un soir, je crois que c'était en club, je devais être complètement bourré, je dis à Klaus, et étoile de merde, et il a hurlé, et il m'a dit, ça pourra jamais être autre chose qu'étoile de merde. Il me dit, ça va trop bien. Et j'ai dit, banco, ce sera étoile de merde. Et c'est intéressant, parce que du coup, tu parles de l'idée de ce nom-là pour se dénigrer. Et moi, je m'étais fait la réflexion que c'était aussi peut-être pour se réapproprier quelque chose, qui ne rentre pas forcément dans la norme et tout. Que ce soit du beau, de l'élégance, de la bienséance et tout. Et même quand on réfléchit au nom le dépotoir, en fait, c'est un collectif où on retrouve aussi donc la poutre et Klaus comme on l'a dit. Et il y a aussi cette idée de se réapproprier des codes de base négatives. Je pense qu'on s'est toutes jamais senti vraiment à notre place. On se sent pas à notre place dans la vie, quoi. Je pense dans la société.
et on avait juste envie de leur traduire. Et ouais, Étoile de merde, c'est né d'une blague, mais qui venait pas de nulle part. C'est tout comme le dépotoir, quoi. C'est qu'on est des, on n'est pas à notre place, on se sent pas à notre place, on se réapproprie ça et on le clame haut et fort, quoi. Pour toi, c'est comme un outil de pouvoir, le drag? Ouais, ah ouais, oui. Moi, mais moi, je me sens super fierce quand j'ai fini mon make-up. Je me sens trop. En ce moment, mais je possède tout, quoi. Après, je mets mes habits et je suis ridicule. Et mon maquillage, je me suis un peu améliorée et tout. Je suis un peu prétentieuse quand même, mais je kiffe bien ce que je fais en ce moment sur mon visage. Je me fais oh là là, mais je suis fatale, quoi. Après, je mets mes habits, je me prends 30 ans dans la gueule, mais je me sens encore plus fierce. Mais je sais pas, moi, quand je m'habille, quand je termine, bon, je me sens fierce, mais je finis mon make-up et tout. Moi, généralement, je suis fatigué parce que j'ai mis longtemps et je me prends 15 minutes, 20 minutes. Je suis un peu fatigué, mais très vite, je sais pas. Je saurais pas dire ce qui fait que je me sens empowered quand je suis en drague. Je pense que c'est tout le personnage que j'ai créé, qui est genre complètement moi. Au début, je voulais peut-être un peu créer quelque chose, créer comme un personnage différent, je sais pas, un truc à jouer et tout. Et en fait, très rapidement, j'ai compris que j'avais rien à jouer, et juste être moi-même en Étoile de merde, ça a créé un personnage différent, même si, au final, c'est quand même moi derrière, quoi. Tu te sens plus fort en tant qu'Étoile de merde en tant que Pierre, ou pas spécialement? Ah bah ouais, Étoile, Ouais. c'est une lionne. Okay. Mais je suis une lionne, du coup. Oh non, je suis une lionne, hein. Moi, dans tous les cas, je suis une lionne. Pierre et Étoile, toutes les deux des lionnes, quoi. Tu as dit que tu pensais à devoir incarner quelque chose ou inventer un personnage, et que c'était pas spécialement le cas, finalement. Que c'était juste toi, mais dédoublé ou quelque chose comme ça. Et c'est intéressant parce que du coup, moi, j'avais pas du tout la même perception d'Étoile de merde. C'est quoi ta perception? En fait, quand j'ai vu, alors on en parlait un peu avant l'enregistrement, Étoile de merde a ouvert une conférence pour le monde, et en fait, j'ai vu ta performance et j'ai trouvé qu'il y avait justement ce côté personnage qui était plus présent que chez certaines dragues, le côté un peu théâtral, presque burlesque ou cabaret, tu vois. Moi, je viens du théâtre. J'ai fait un conservatoire quand j'avais 18 ans. Je suis arrivé à Paris. J'étais en Picardie. Je suis arrivé à Paris tout en continuant à habiter en Picardie. Je faisais mes trajets, mais j'ai fait 50 conservatoires à Paris. Et mes 50 conservatoires, moi, c'est ce que je voulais faire de toute façon du théâtre au début. Le fait que je vienne du théâtre et que j'ai fait mes cours pendant 5 ans et que ça m'a formé en tant que qui je suis maintenant. J'ai pris le micro pour faire une remise de prix et j'ai imité Marion Cotillard parce que je les ai fait chier pendant 3 mois à leur dire j'ai envie de faire Marion Cotillard sur scène parce que j'arrêtais pas de l'imiter à tort et à travers depuis 1 an et demi. C'est vrai qu'elle revient souvent, Marion Cotillard. C'était ma lubie. Non, mais elles en ont marre au dépotoir. Il y avait tout le monde me disait mais putain, tu vas pas faire Marion Cotillard, tu te fous de notre gueule et tout. Moi, j'étais allez, s'il vous plaît et tout. Mais non, tu fais chier. Et non, en fait, j'ai écrit mon truc et j'ai dit faites-moi confiance, je vais écrire un vrai truc et tout, ce sera pas juste moi qui fais une blague avec la voix de Marion Cotillard. Et donc j'ai écrit mon truc et ça me fait tellement plaisir que ça a dû trotter dans ma tête et je me suis dit mais en fait je sais pas danser, je sais les lip sync en plus moi j'ai des références musicales de merde, enfin je sais jamais comment bouger sur scène et tout, je sais pas faire comme les jeunettes là qui font des splits, des trucs et qui ont des moves. Moi je danse n'importe comment, je kiffe comment je danse en club et tout, mais je danse n'importe comment. Et c'était son apogée au monde où là j'ai eu l'occasion de faire un sketch entier qui devait durer 3 minutes mais qu'on a duré 8 parce que je ferme jamais ma gueule et que il y avait pas de prompteur pour me dire quand est-ce que je devais la fermer. Mais là c'est vraiment, j'ai l'impression que je peux grave continuer sur cette voie parce que c'est ce qui j'avais pas pris autant mon pied sur scène en drague que là, quoi. Là c'est vraiment, j'ai trop kiffé ce moment sur la scène où j'ai pu prendre le micro et faire mes conneries et faire mes trucs qui moi me plaisent trop, et je me dis que c'est cool parce que ça change un peu en plus vu qu'on a plus l'habitude des lip sync.
Toi, donc au-delà de cet aspect théâtral et tout, ta formation théâtrale, tu as des références particulières quand t'as imaginé l'image que tu allais renvoyer avec Étoile de merde? Je pense que clairement c'est toutes mes mommy issues qui transparaissent dans mon drag littéralement mais je kiffe ça quoi. Moi j'ai toujours eu une fascination pour les figures maternelles et je pense que vu que c'est pour ça que je ressemble genre un peu à une daronne qui a envie de faire jeune et cool, tout comme... C'est vrai qu'il y a ce côté-là dans ton drag. Bah mais c'est moi hein, genre je traîne qu'avec des jeunes, ça me saoule. Ils ont tous 20 piges, j'ai des réalisations tous les 2 mois à me dire mais putain mais mes potes ils ont 20, enfin qu'est-ce que je fous de ma vie? Pourquoi je vais pas plutôt traîner avec Minima, avec les Monstrucs, avec Klaus et Angora quoi. Peut-être à force de traîner avec des jeunes en plus, je suis là moi qui suis tout le temps vieux, j'ai tout le temps mal partout, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos, mon corps il est flingué. Tu ne suis plus par rapport à toi. Ah mais moi je suis plus, hein. Moi j'y comprends rien. La dernière fois j'arrivais pas à me souvenir de qui était Ariana Grande, tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que je disais comment elle s'appelle déjà la chanteuse avec la queue de cheval qui chante, donc tout le monde se fout de ma gueule. Donc ouais j'ai l'impression d'être un peu la vieille personne qui essaye d'être cool. Et puis bah du coup je pense que j'en joue aussi en même temps. Oui c'est ça qui est bien, c'est que tu le revendiques. Ouais c'est ça. C'est un peu aussi le sens du drag, de revendiquer. Ah ouais moi mes références elles sont toutes pourries. En plus j'ai la gay culture mais moi j'écoutais pas du tout Britney Spears et tout. Moi j'ai pas du tout des références donc à chaque fois je suis tout le temps largué moi de toute façon. Mais donc oui, donc ça transparaît dans ton drag et dans différentes discussions de toute façon que j'ai pu avoir au fil des épisodes de Flamboyante, on perçoit bien que le drag de toute façon n'est pas anodin. Ça peut jamais être 100% détaché de la personne qui l'incarne, qui se transforme. On en a parlé un peu juste avant. Ça résulte d'un parcours de vie, ça soulève des questions sur l'identité, le genre, la question du queer. Est-ce que tu pourrais me donner un peu ta perception là-dessus? Sur quoi? Il y avait beaucoup de mots. Oui, c'est dans vrai cette qu'il y avait question. beaucoup de mots. Sur l'importance que l'identité et le parcours de vie Oui, peut qu'on se avoir. forge. Ouais. Je pense que ça résulte forcément de tout ce qu'on a vécu avant. Peut-être, moi je pense ça, toutes les névroses, tous les trucs qu'on a, je pense que ça alimente grave qui tu deviens. Et si tu veux, dans tous les cas, vu que quand tu fais du drag, t'es obligé de te prendre toi. Tu peux pas créer. Moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Peut-être qu'il y en a qui ont réussi. Je pense pas. Tout le monde se prend soi pour faire son drag. Donc forcément, vu que c'est un truc d'empowerment, bah tu te prends tes expériences à toi pour en faire un truc où tu te sens plus fort. Tous les trucs qui te posent problème, et ben tu les retournes. Tout comme les réappropriations d'insultes quand t'es. Moi je suis PD, bah du coup je prends cet exemple-là. Bah PD quand tu le réutilises, tu te réappropries quelque chose de négatif. Bah je pense que c'est pareil le drag. Je pense pas qu'il y ait des drags qui se basent que sur du positif. Genre, t'es obligé de prendre tes trucs tout pourris et tes trucs sombres à toi pour en faire quelque chose de fun. Et puis c'est là que c'est cool, du coup, de prendre des trucs tout pourris et d'en faire un truc chouette. Si tu fais du drag qui te ressemble, en tout cas, si tu crées un drag qui te ressemble vraiment, t'as même pas à y réfléchir, ça se fait tout seul. Et c'est ça qui est ouf, d'ailleurs. C'est que t'as même pas besoin d'y réfléchir pour que ça se fasse. Sauf si tu reproduis le drag de quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui arrive aussi beaucoup à Paris, vu que là ça a popé, on est, je sais pas, on est 3500. Ouais, c'est sûr. On est genre, non, je crois qu'on est 300, 400 drags, je pense à Paris. Si tu reprends tous les codes dont on t'a nourri, dont RuPaul, les grandes drag queens très connues de Paris, si tu reprends tout ça, eh ben, tu peux aussi finir avec un drag aseptisé, quoi. Et Ce qui finir. parfois est le cas. Oui, grave. Et il y en a beaucoup, parce qu'on est tellement qu'on peut pas avoir que du bon, hein. De toute façon, on peut pas être 300 ou 400 très bonnes drag queens, à Paris. Mais, du coup, là, je pense que, ouais, c'est dommage de pas faire un drag qui nous ressemble et de pas faire un drag, qui vienne de toi, quoi. Tu peux reprendre les sourcils de Michel et le liner j'essaye de trouver un autre nom, mais De Joséphine. De Joséphine. C'est ça, tu peux prendre les sourcils de Michel et le liner de Joséphine et avoir ton drag à toi. Mais si tu reprends tous les codes, là, ça devient dommage, par contre. Est-ce que t'as réussi à te construire? Parce que je pense qu'en fait, c'est des questionnements que genre, Est-ce que le drag m'a construit? beaucoup de gens, au-delà du drag, je pense que c'est beaucoup de questionnements que beaucoup de gens ont, que moi j'ai eu aussi. Est-ce que, en fait, t'as réussi facilement à te construire, dans une société hyper normée, où genre, ça peut être parfois difficile, en fait, à la fois de se découvrir soi-même, et de savoir où on veut aller, et un peu lâcher du lest sur qui on est,
et enlever tout jugement à la fois personnel et écarter le jugement d'autrui et tout? Je sais pas, je pense que j'étais plus heureux quand j'étais con et que j'avais zéro T'avais pas la notion de ouais, que j'avais zéro idée de ce que la société nous imposait et quand j'essayais grave de rentrer dans le moule. Mais j'étais peut-être plus heureux, enfin plus ouais, tu sais, genre heureux dans ton innocence, quoi, heureux dans le fait de pas vouloir en ayant les œillères. Tu sais, quand t'es followphobe et que t'essayes d'être plus masculin que tu l'es aux yeux de la société. Et puis j'ai eu beaucoup ça au théâtre où on me disait pas mal au conservatoire, genre que c'est dommage, là tu joues en hétéro, mais t'es pas si hétéro, enfin tu fais pas si hétéro que ça et tout. Et moi du coup je me posais pas la question, j'avais juste envie d'avoir l'air hétéro, donc j'essayais de jouer, je sais pas, de paraître plus masculin aux yeux des autres. Et c'était purement dans ton jeu à cause des demandes théâtrales ou même dans la vie? Parce que je sais que moi personnellement, par exemple, il y a eu des périodes de ma vie quand j'étais très jeune, adolescent, où en fait, dans ma tête, je cherchais à être plus masculin parce qu'en fait, parce que c'était ce pourquoi on me ciblait en fait. Je pense pas que j'avais une recherche de masculinité. Je sais que j'étais assez followphobe quand j'avais genre, je sais, 18-20 ans. Mais moi j'avais pas forcément je cherchais pas forcément à paraître plus masculin que je l'étais. Je pense que j'essayais d'être pas trop efféminé non plus par contre. Mais même si la vie était plus simple et que je dis que j'étais plus heureux quand j'étais bête, je pense que maintenant je suis plus épanoui parce que prendre conscience de tout ça et prendre conscience que la société elle t'impose juste elle te donne des modèles tout pétés et que c'est vraiment de la merde. Je suis beaucoup plus épanoui sur scène par exemple en drague maintenant que si j'avais fait du théâtre et que j'avais continué le théâtre en tant que Pierre à devoir me conformer à tout prix à cette masculinité toxique quoi, genre qu'est-ce qu'on en a à foutre que je mette ma main comme ci et pas comme ça et que et je l'ai vachement réalisé justement au sketch du Monde. C'est j'en parlais justement avec Klaus, je sais pas, genre une semaine avant, une semaine après le truc, et je lui racontais tout ça, ce truc du conservatoire de c'est dommage, là tu joues en hétéro, tu joues une scène avec une femme et t'es pas très viril quoi, il faudrait que genre la fille elle est plus virile que toi quoi, donc faudrait que tu travailles dessus et tout. Et puis à côté on n'arrêtait pas de me dire mais pourquoi tu sors pas de ta coquille, pourquoi tu veux pas genre éclore sur scène. Ouais c'est ça, on te demande d'être toi-même sur scène et de te livrer et de te mettre à nu, et tu te mets à nu face à des gens qui le pire c'est qu'ils sont bienveillants. Moi là, j'avais une prof hyper bienveillante mais elle me disait quand même que j'étais pas assez viril pour certains rôles. Et il y a tout ce truc qui t'es dans une tourmente quoi, t'es là mais je peux pas me mettre à nu, si je me mets à nu les gens m'aiment plus parce que les gens m'aiment pas sur scène, il faut que je joue le rôle d'un hétéro pour Mais d'ailleurs c'est un gros paradoxe, on te demande d'être plus viril parce qu'en fait tu dois représenter donc typiquement un homme dans une scène, alors que finalement à l'inverse au théâtre en fait c'est le moment où tu pourrais potentiellement définir une nouvelle masculinité ou définir à quoi peut ressembler un homme de façon différente. Et résultat, j'étais beaucoup plus épanoui en drague avec mon micro à la main parce que et c'est ce que je disais du coup, Klaus me dit tu vois tout ce que t'as fait sur je te regardais et lui qui me connaît de A à Z et il me dit j'ai bien vu ce que tu faisais et c'est toi qu'on voyait sur scène au micro et tout ce que tu faisais là, il dit je suis persuadé que c'était tout ce qu'on te reprochait et que toutes les manières que t'as sur cette scène ça marche quoi. Il dit là on te voit et ça marche parce que on s'en fout en fait de ces trucs là et ouais ça m'a fait un déclic, j'ai fait ouais effectivement tout ce que j'ai fait sur scène j'en avais rien à foutre, j'étais en drague, mon corps je me disais pas il faut que je bouge comme ci, il faut que je bouge comme ça, je bougeais comme je bougeais, je parlais comme je parlais et ça a marché et résultat, ça m'a fait repenser à tout ça en me disant ah ouais c'est marrant, à l'époque on me disait il faudrait que tu sois un peu plus masculin pour cette scène quand même, ça demande un peu de poigne, un peu de virilité, fuck. Moi je me déconstruis depuis
un an, je sais pas, un an et demi. Mais je sais, j'ai pas un événement qui m'a fait réaliser. Je pense que tu t'en rends compte une fois que c'est fait. C'est que tu regardes derrière toi et ah, c'est marrant, tiens. Quand je fais une perf, je me questionne beaucoup. J'ai juste envie que mes perfs soient irréprochables et que ça inclut tout le monde et que je tape pas sur une minorité juste parce que c'est marrant et je sais que ça fera rire les gens. Moi, vu que je parle du fait de rire parce que c'est je suis une comedy queen, donc je vais plutôt faire des trucs marrants. Je me dis toujours, j'ai envie d'écrire quelque chose qui fera rire sans se foutre de la gueule d'une une minorité racisée, d'une minorité sexuelle, de n'importe quoi, Mais c'est déjà là que c'est important. Ouais. Et que ça dit quelque chose de toi et de ce que le drag représente et Bah ce oui. que ça véhicule. c'est qu'on a quand même envie d'être un espace safe et inclusif et ça se travaille tous les jours. Après je prends peu la parole sur des sujets. Moi je suis vraiment le dernier déconcerné parce que je suis cis gay blanc, donc bon bah voilà, sur le fait d'être PD je peux parler, mais c'est tout quoi. Je subis zéro oppression outre ça, donc c'est un peu je suis quand même ultra privilégié. J'ai toujours du mal à prendre la parole sur des sujets qui me concernent pas. J'essaye d'écouter un maximum. J'essaie d'éviter de vouloir faire le white savior et de prendre la parole sur des trucs juste qui me concernent pas. Enfin, tu vois. Si c'est dans la vraie vie, bah tu fais le maximum pour ouvrir ta gueule un maximum dès qu'il y a un truc, même si ça te concerne pas, pour l'ouvrir et dire que ça se fait pas, ça se dit pas, juste ça c'est non. Après sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est compliqué parce que bah t'as tout le truc de quelle image tu veux véhiculer, à quel moment tu veux prendre la parole, si tu prends en plus ça doit être une question affreuse pour toutes les personnes concernées, parce que si tu ouvres trop ta gueule, les gens vont dire ah bah dis donc tu fais que l'ouvrir et tout, genre limite tu vas passer pour celle qui est trop politisée. Et alors que bah ouais, mais en même temps il arrive de la merde tous les jours, tout le temps, et Ça va. et tu sais il y a le truc hyper compliqué de bah mince, quand est-ce que je dois l'ouvrir et quand est-ce que je dois juste bah laisser couler et puis Ouais, bien sûr. faire Mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que genre c'est un peu compliqué et malvenu de se placer en tant que effectivement, alors que t'es homme blanc, de te placer en tant que personne déconstruite qui va prêcher la bonne parole et aussi s'accaparer des luttes qui sont pas les tiennes, tu vois. Et c'est marrant que tu me dis ça parce que je conscientise ça au fur et à mesure moi aussi de ma vie, où maintenant je vais être plus dans la réserve ou dans la retenue. Je vais faire attention à ce que je fais, à ce que je dis dans mes actions, et laisser aussi les gens s'exprimer sans prendre leur place. Ouais, complètement. J'ai énormément plus de privilèges que d'oppression, et j'ai le luxe de pouvoir juste tourner le regard si je vois vraiment des trucs problématiques, et c'est pas forcément la chose à faire, mais faut Ouais, en bien avoir sûr. conscience quoi. On nous avait proposé de faire une soirée en club, donc un genre de collaboration. On rencontre la fille qui nous dit on partira du coup sur un thème afro-futuriste. Oula. Exactement. Il y a eu un oh waouh. En termes d'appropriation culturelle, déjà on allait encore Ah, de tomber ouf. dans Bah un... ouais, on n'a pas de queen racisée Ouais. dans le dépotoir, genre et puis même si on avait une qui était racisée, mais j'en sais rien, non, on fera pas un truc afro-futuriste quoi. On est 7 8, on est 8 meufs blanches, qu'est-ce que tu veux. Donc non, les trucs comme ça on refuse et on dit bah merci pour cet entretien, mais Ça ne pourra pas ça se ira pour nous quoi, on va pas faire ça. D'ailleurs dans le drag, vu qu'on a beaucoup de problèmes d'appropriation culturelle, c'est genre le fléau qui nous touche en ce moment. Il y a un très bon podcast qui s'appelle Kif Taras avec Rokhaya Diallo et Grassley. Celles et ceux qui veulent faire l'effort de se déconstruire un petit peu peuvent aller écouter, et là du coup c'est des concernés qui parlent et de toutes les questions de personnes racisées et toutes les questions de racisme et d'appropriation culturelle, et qui est vraiment excellent. Merci pour la reco. Bah culture un Écoutez, peu, pourquoi pas, culturons-nous. parce qu'on peut rire et être intelligente. Mais du coup, t'aimes viscéralement faire rire, ou c'est pas un truc... Bah oui, si, j'aime bien, ouais. Si. Ouais, j'ai les petites blagounettes et tout, et j'en fais. Mais depuis toujours, ou c'est vraiment tu l'as découvert avec Ouais. les toiles de merde?
Oh non, ouais, depuis toujours. Ah non, je suis un gros lourd. Non, ouais, je suis vraiment un gros lourd. Et du coup, je peux être une grosse lourde, du coup, en drague. Avec l'attitude en plus, quoi. Et ça me permet d'avoir, à la fois, je fais mes blagues pourries, en ressemblant à autre chose, et ben ça donne autre chose. Toi, t'écris beaucoup quand tu Non. performes de la comédie? Non, pas trop. Ou c'est hyper... Je sais pas écrire. J'ai énormément de mal à écrire les choses. J'avais dû une fois écrire une pièce pour le conservatoire à la toute fin de mon cursus. Il fallait qu'on écrive. Enfin, on n'était pas obligé, mais tout le monde le faisait un peu, donc c'était le moment d'essayer, quoi. Et c'est là que j'ai compris que j'avais de très gros problèmes pour écrire des textes à ensuite jouer ou faire. Si je fais un sketch en drague, je vais avoir énormément de mal à l'écrire et je vais le cogiter pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines. Et je me force du coup à prendre des notes au fur et à mesure. Genre je vais le noter dans mon portable, je vais essayer d'écrire, il manque 8 touches à mon clavier, donc je peux pas l'écrire sur mon ordinateur, c'est un peu compliqué. Des touches chiantes, hein, genre 8 touches, ça commence à faire beaucoup. En ouais, elles fonctionnent plus, et du coup, c'est assez compliqué. Donc je suis obligé d'écrire sur mon portable. J'aime pas trop écrire dans un carnet parce que j'aime pas trop écrire au stylo. Parce que ça reste, je peux pas trop gommer. Et c'est une grosse névrose que j'ai que d'écrire des... Ça te trigger un peu. À le trigger maximum. Je fais un peu un premier jet, mais que du coup j'ai dû cogiter un peu longtemps avant, parce que je vais toujours retrouver que ce que j'écris ça va être de la grosse merde, donc du coup c'est très compliqué de se lancer, de dire tiens je vais écrire un truc nul. Enfin tu vois, tu te dis pas tiens aujourd'hui je vais écrire un sketch tout pourri. Non, donc du coup je fais ça un peu au dernier moment tout en l'ayant cogité longtemps. J'aime bien le répéter sous ma douche par exemple. Ouais. J'aime bien, il y a la résonance, c'est scientifique ça, parce que je suis pas trop une scientifique queen non plus, mais il y a une... Mais ça c'est scientifique. Il y a le scientifique de quand tu chantes dans ta douche, tu chantes mieux par exemple que dans la vraie vie, parce qu'il y a la résonance, et ta voix, tu l'aperçois mieux. Ça c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand je suis dans ma douche, je me dis... Une carrière m'attend, mais peut-être pas forcément, finalement. Et quand on sort, la carrière n'est pas là. Donc, tu sais qu'il y a eu un couac quelque part. Bah, moi, c'est un peu pareil quand je répète mes trucs, je suis grave chaude. Sous la douche, moi, je suis, voilà. Et le public est en folie, quoi. Et au Monde Festival, et là, du coup, c'était écrit, c'est ça. J'ai pas divagué tant que ça. Je savais où j'allais, je savais ce que j'allais dire. Après, effectivement, il y a des choses que j'ai pas dites et des choses que j'ai peut-être un tout petit, j'ai rajouté quelques petits trucs parce que mon truc était relativement ficelé. Il faut dire que ça devait durer 3 minutes et que ça faisait, ça faisait 5 minutes que le compteur était rouge. Oui, donc t'as forcément rajouté des choses. Ou alors t'avais prévu de dépasser le temps. Ah non, j'avais pas écrit pour que ça dure plus longtemps que c'était censé durer. Mais, j'avais pas pris en compte, même si je m'en doutais très fortement, j'avais pas pris en compte que déjà j'allais devoir me mouvoir. Ouais. Donc moi qui marche à une lenteur folle parce que j'ai été en escarpin de 10 et que je profite toujours des occasions où je n'ai pas à danser pour mettre mes petits escarpins de 10 cm et j'ai énormément de mal à me mouvoir. Du coup on a pris, je pense, j'ai pris 3 minutes rien qu'à faire un aller-retour pour aller déposer le pied de micro. Et j'avais pas trop pensé que les gens ils allaient rire, quoi. Ça te triple un sketch parce que tu dois attendre que les rires cessent pour continuer le truc. Les gens étaient hyper réceptifs d'ailleurs. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait toutes les copines et j'avais super peur parce que le monde, on te dit tu vas être au Monde Festival, au Bouffe du Nord, t'as l'impression qu'il va y avoir que des que des vieux monsieur blancs qui lisent les journaux. De toute façon, j'ai écrit quelque chose pour des non-initiés et des je fais zéro private joke, je fais pas de référence au drag où il faut que les gens connaissent comment marche le drag pour comprendre mes références. J'utilise pas des termes anglais que les gens comprendront pas. Enfin, tu vois, j'ai écrit. Puis c'est aussi ce que je veux faire généralement, c'est que j'aime pas l'idée que ce que je fais c'est pas accessible. J'ai envie que tout le monde puisse comprendre. Et quand j'utilise des références, c'est des références populaires et qui relèvent que tout le monde peut avoir, quoi. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que je sais que c'est une question que je peux avoir avec Flamboyante aussi, justement, de travailler sur le côté accessible de l'épisode, parce que in fine, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est que ton discours, en fait, il soit entendu par d'autres gens qui n'ont pas l'habitude ou qui sont pas dans ce cercle, ce milieu-là et tout. Et donc du coup, c'est des interrogations qu'on a toujours, et je pense que toi dans tes performances aussi, c'est comment tu rends accessible ton art et ta culture, en fait,
pour qu'elle soit comprise et intéressée le plus de gens possible, sans pour autant, à l'inverse, tu vois, faire l'impasse sur des choses importantes, justement, de cette culture et de son histoire et tout. Ah bah oui, grave, parce que si c'est pas parce que tu rends quelque chose quand je dis je le rends accessible, c'est pas pour autant que je le rends mainstream. J'ai envie d'être comprise par tout le monde, j'ai juste pas envie d'avoir des références trop pointues. Toi, qu'est-ce qui te fait rire? Moi je suis un peu poète, mais j'essaye j'essaie quand même de me calmer. J'ai grandi avec les Robins des Bois, Alain Chabat, les Nuls, Ouais. La Cité de la Peur, que des Ok. trucs genre vraiment de l'humour absurde. Ouais. Mais on le ressent, je trouve, un peu dans tes performances et dans, en tout cas, ce que tu délivres sur scène. Ah oui, carrément, bah moi c'est littéralement mon... Ouais, c'est ton truc, quoi. C'est le truc qui me plaît le plus, quoi, donc c'est... Ouais, j'adore, genre le Burger Quiz, moi ça me fait hurler de rire. Je vais m'inspirer de choses qui me font rire et ouais, c'est plutôt les trucs hyper absurdes et j'aime bien être sérieuse dans un truc qui a pas de sens. En fait, tu parles de sujets, je trouve, parfois hyper véridiques, qui pourraient être sérieux, en fait, qui sont des réalités de vie, de société, Oui, parce que je veux mais donner que tu décales, tu vois. Oui, c'est ça, parce que il faut à tout prix que si je veux qu'on y croie à ma situation, il faut à tout prix que tu sois ancré dans quelque chose de très très réel et Ouais. une drag queen qui va faire une performance, quoi de plus réaliste que moi je suis là pour performer vu que c'est ce qu'on nous demande et c'est ce qui est prévu pour la deuxième partie. Donc je veux un quelque chose au départ qui soit très réel et ensuite je fais vriller ça parce que si tu peux pas désarçonner du coup comme tu dis, tu peux pas désarçonner si ça fait pas sens Ouais. dès le départ. Il faut que ça fasse sens, il faut que les gens ils aient l'impression d'être sur des rails et que bam, tu fais tu changes de cap d'un coup et tu fais vriller le truc pour que ça parte ailleurs. Je reste sur le même registre et tout, c'est de la répétition, à chaque fois j'emmène c'est toujours le même truc, il se passe quelque chose puis Et t'en rajoutes, et t'en rajoutes. c'est ça jusqu'à ce que ça soit complètement abracadabrantesque. Abracadabrantesque. Oui, c'est Est-ce ça, que tu peux me rappeler tous les membres abracadabrantesque. du dépotoir, parce qu'on les salue, j'ai évoqué que la poutre et Klaus. Alors, Klaus Vikings, La Poutre, La Lobby, Angora Von Leer, Diana Frask, Farfouline, Étoile de Merde et Karma Von Leer. Le fait de s'appeler dépotoir, c'est de dire, bah, on est une bande de potes, mais on travaille aussi ensemble et on travaille en tant que groupe et on sait faire des choses en tant que groupe et on sait bien travailler ensemble. Et c'est surtout ça, il y a aussi ça qui rentre en jeu. On fait des réunions, on s'entraide un peu plus, C'est une force supplémentaire, quoi. Ouais, grave. C'est notre collectif. On peut l'appeler collectif house. On était un peu contre l'idée de l'appeler house parce qu'on était pas hyper enjaillés par ce que représentaient les house à Paris. C'est-à-dire que les house, c'est vraiment genre on est des copines, bah vas-y maintenant on est une house et puis en fait on s'aime plus et puis en fait on n'est plus une house et puis en fait maintenant j'ai une deuxième house et puis en fait maintenant on va changer le nom et je vais changer de fille et puis toi je te renie et puis on en avait marre. Soit tu fais une house et dans tous les cas bah t'es une vraie famille et tu restes je sais pas, tu restes lié à la vie, à la mort, mais tu fais pas des house comme comme t'achètes un Twix, quoi. Donc ça, c'était, on n'était pas hyper ravis de l'image, en tout cas, qu'on projetait. Donc on s'est dit, on va pas faire une house, on pourra pas nous appeler House of Dépotoir parce qu'on va s'appeler Le Dépotoir. Et du coup, ça casse un petit peu. C'est juste qu'on est un groupe de potes. On se connaissait avant. Et c'est qu'on était tout le temps fourrés ensemble en club. Et on s'est dit pourquoi pas officialiser la chose et j'avoue c'était aussi pour ça nous permettait de faire le Super Bowl, c'était aussi l'idée, c'était comme ça nous permettait d'aller au Super Bowl l'année où on a fait le dépotoir. Qui est une compétition. Donc le Super Bowl ouais, c'est une compétition qui regroupe qui regroupe des house d'Europe de drag queen club kid tout ce qui a trait au drag. Et c'est une compétition qui se passe à Amsterdam où il y a plusieurs épreuves et c'est une grande soirée qui se prépare généralement c'est 4 mois à l'avance. Tu prépares ton clip, t'as une choré, tout est millimétré, ça dure 2 minutes 00, 3 minutes 00 pour chaque épreuve et puis c'est une grosse machine quoi. Je suis jamais monté sur une scène aussi grosse et j'ai jamais fait un truc aussi conséquent, je crois. Et vous l'avez fait combien de fois?
Une fois Une seulement, ouais. De toute façon, Quand le vous avez dépotoir, il a lancé, même pas fêté son anniversaire encore. C'est je crois que notre anniversaire, c'est en janvier, ça doit, le 2 janvier ou le 3 janvier, ça arrive bientôt. Bah, ce sera passé quand ce sera diffusé, mais en tout cas, c'est bientôt notre anniversaire, là. Bon anniversaire alors. Merci! Avant de créer le dépotoir, vous vous connaissiez déjà, c'est pour ça que vous avez créé Ouais. ensemble, mais vous travaillez déjà ensemble? On est beaucoup monté à deux sur scène à faire des duos et tout. Et puis, il y a eu le Super Bowl où, genre, là, on a dû travailler 4 mois, on était collés les uns sur les autres. C'était tellement un gros truc à préparer qu'on pouvait pas se permettre de pas faire tout ensemble. Trop bien. Et quels a été les exploits d'ailleurs à ce Super Bowl? On a ramené 2 trophées. Eh ben, I know, c'est pour ça. Ah bah ouais, attends, j'attendais que tu montes, je t'ai dit On Super en Bowl avait- 27 fois, et puis l'autre, il demande pas qu'est-ce qu'on a On ramené à la l'avait cité- maison. On l'avait cité dans nos précédents épisodes, mais Oui. redis-le parce que c'est toujours un plaisir d'entendre ça. Qu'est-ce qu'on a ramené On a ramené 2 trophées. Ouais. On a ramené The Best Dance-Off, qui Ok. veut dire la meilleure chorégraphie. Très C'est pour bien. ça que depuis, je me présente comme danseuse professionnelle. Malgré qu'en talon tu aies les jambes raides, comme tu me l'as Ah bah, dit à tout à ton l'heure. avis, oui, bah, je sais pas si t'as vu la vidéo, mais à ton avis, pourquoi Étoile, on l'a foutu que dans la deuxième partie de la chorégraphie? C'est que des fois, faut aussi se mettre dans les coulisses, hein, pour faire gagner l'équipe. Donc, Il faut que chacun sache où est sa place à un moment donné et ses valeurs ajoutées. ah ouais, moi, je suis la conne qui arrive et qui gueule, shut the fuck up, it's 3 a.m. Et l'autre trophée, c'est Miss Super Bowl, qui a été décerné à un club kid que, bon, ceci dit, Klaus se genre pas plus au masculin qu'au féminin, mais généralement on dit un club kid, et donc on a trouvé ça très drôle d'entendre Miss Super Bowl, Klaus Viking. On s'est dit, oh putain, c'est vraiment la blague du siècle. Mais il était heureux quand même. Ah bah évidemment, c'est trop drôle, ça veut dire t'es celle qui a fait la best impression de la soirée et qui a retenu le plus l'attention du jury. Donc ouais, clairement, c'était un super prix à remporter. On était trop fiers de lui parce que clairement, il a taffé comme un malade. Il a géré son lip sync comme personne. Il a été là pour tellement de choses. Il a fait les photos, les vidéos. Enfin, il a vraiment travaillé d'arrache-pied pour tous les moments de trucs. On pensait gagner plus le runway d'ailleurs que la Corée. Bon, après, on a vu les vidéos et effectivement, on a compris pourquoi on a gagné la Corée et pas le runway. Vraiment, il y avait pas mal de tenues qu'on avait fait faire nous-mêmes, qu'on avait fait nous-mêmes ou qu'on avait fait faire, mais en tout cas, des trucs faits main et tout, pour l'occasion, se pimper un petit peu, quoi, tu vois. C'est un vrai travail de préparation aussi, hein, faut le dire du coup. Hein. Ah bah oui, grave, ouais, c'est qu'on voulait pas mettre les trucs qu'on met tous les jours et on voulait des trucs un peu uniques. C'est pour ça qu'on avait, mais quasiment tous, en fait, je crois que tout le monde avait une tenue spécialement faite pour l'occasion. Et il y a des règles dans cette compétition en termes de on doit créer cet outfit ou alors on peut non, il y a pas trop de Non, il y a pas du tout de règle qui dit que tu dois faire tes trucs toi-même, c'est juste que on se dit runway, nous ouais, bien sûr. Parisienne dans l'âme, on se dit nous on a pensé défiler Chanel, quoi, tu vois, des défilés sauf que les gens ils nous voient de loin, quoi, donc c'est ça, quand t'as des trucs avec plein de petits détails et tout, tu les vois pas forcément, et à côté t'avais des queens qui se ramenaient avec des trucs immenses et hyper impressionnants, et qui sont faits du coup pour faire le show pour 2000 personnes. Je pense que nous, on a un peu occulté le fait qu'il y avait 2000 personnes qui nous voyaient de loin, quoi. Et on est parti sur peut-être un truc, un chouille trop petit. Le dépotoir va avoir bientôt son show à lui, donc est-ce que tu peux m'en parler? Mais dis donc, t'es bien renseigné, toi. Ben, n'est-ce pas? Qui t'a dit? Ouais, on va avoir un show. On va faire ça a été demandé par certains et par certaines. On s'est dit qu'on allait répondre à la demande forte et puissante de Paris et d'ailleurs. Et notre show arrive donc le 12 février au Punk Paradise, qui est un bar entre Oberkampf et Parmentier. Et ça s'appelle La Non Merci. Pourquoi ce nom? Est-ce que je t'en pose des questions? Alors, Ça s'appelle La Non Merci. On a le droit de savoir ce qui va s'y passer ou c'est encore surprise? C'est un peu surprise, ouais, on a juste envie de créer un drag show à notre sauce et qui change un petit peu dans le format, mais considérons ça comme un drag show, hein. Je vais pas te dire qu'on va faire des cabrioles et qu'il y aura du trapèze, mais on a envie de changer un peu, de changer un petit peu quand même le truc et de faire un truc qui nous ressemble nous et pas être un show de plus.
Merci d'avoir écouté Flamboyante, c'était Arthur. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. On a tous les réseaux Flamboyantes, on est on fire. Je t'embrasse, je te dis à très très vite puisque nous sommes diffusés un jeudi sur 2. Et Mauvaise Tête à la prod, of course, vraiment le sang.